Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, on est samedi 14 décembre et on est ici au Carrefour culturel Paul Médéric pour vous présenter les 3 nouvelles expositions qui vont être présentées ici jusqu'au 8 mars, soit Les Nuits des Morts du photographe Richard Geoffrion, Les yeux et le cœur vers le monde oriental et occidental de l'artiste peintre Souki, et finalement, ma classe d'anglais, qui, elle, est présentée par le collectionneur Rosaire Tremblay. Bonne émission. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce vernissage de nos 3 nouvelles expositions. Donc, expositions qui sont présentées à compter d'aujourd'hui jusqu'au 8 mars prochain. Alors, ça nous fait plaisir, évidemment, d'accueillir les artistes. Je vais inviter tout de suite le maire de la ville de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, à vous adresser quelques mots. Alors, merci Joanne. Bienvenue tout le monde à ce vernissage encore une fois. Bienvenue particulièrement aux artistes qui sont là avec nous. Donc, Madame Souki, oui, M. Geoffrion, Rosaire, M. Tremblay. Qui a une âme d'artiste, Rosaire. Mais encore une fois, là, il nous. Non, cet après-midi, c'est l'historien et le collectionneur, et en tout cas l'homme aux multiples facettes qui est notre collaborateur depuis longtemps. Donc, c'est un plaisir pour moi, c'est toujours un plaisir pour moi. En tout cas, j'essaie d'être présent pour la plupart des lancements d'expos ici. J'en ai pas manqué beaucoup à date. Et c'est pas pour rien que je le fais, je le dis souvent. C'est évidemment, comme maire, c'est parce que j'y crois. Je crois en l'impact, à ce qu'est la culture à Baie-Saint-Paul, à son impact sur notre développement. Puis quand je parle de développement, c'est pas juste économique pour moi. Le développement, c'est global pour moi. C'est le développement complet d'une ville. Et vous savez, dans ce qu'on entend généralement, la théorie, c'est une théorie, mais ça peut devenir une pratique. La théorie du développement durable, c'est qu'il y a 4 piliers. Il y a le développement économique responsable, puis il y a le respect de l'environnement, bien sûr, le respect à la protection de l'environnement. Il y a l'équité sociale aussi, et il y a la vitalité culturelle. Donc, moi, je suis assez chanceux d'être maire de Baie-Saint-Paul parce que ces 4 aspects-là, où ils n'ont pas tout, où il n'est pas parfait, où il y a de l'ouvrage à faire. Mais on se rapproche. On réussit quand même à être près de ça. Puis si on le fait, c'est entre autres et beaucoup grâce à cet aspect-là de notre développement qui est la culture, qui est le développement de la culture. Et à travers ça, évidemment, par les créateurs, les créatrices, par les gens qui en font et qui nous font. Tantôt, je parlais avec Mme Souki et elle me disait que c'était sa première exposition. Et là, je me dis, hey, ça, j'étais content parce que elle nous remerciait, mais moi, je disais, bien, moi, je vous remercie, vous. Mais j'aime beaucoup ça quand on permet à quelqu'un ici de pouvoir, pour la première fois, faire connaître son talent, faire valoir ses œuvres, puis à travers ça, faire connaître ce que la personne fait. Donc, encore une fois, cette fois-ci, on a une belle diversité de présentations. Un travail d'artiste, un travail de photographe aussi, M. Geoffrion, que je salue. Fait quelques fois maintenant, va devenir et que je salue et que je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous permet, c'est intéressant, parce que ça nous permet de découvrir, à travers la culture, d'élargir nos horizons. Et ça, c'est tellement important. Et M. Geoffrion nous présente quelque chose du Mexique. Mme Souki, je sais, me disait qu'elle était d'origine laotienne. Et c'est important, mais on est très fiers de vous accueillir à ce niveau-là. Et je complète avec Rosaire, évidemment, notre ami Rosaire, qui, encore une fois, nous fait revenir dans notre patrimoine, dans notre histoire aussi. Nous fait redécouvrir une partie de notre
de notre grande, parfois petite histoire qui peut devenir grande. et, et je pense que je l'en remercie. C'est vraiment un partenaire important, Rosaire, ici. Donc, on a cette belle diversité-là, encore une fois. Et c'est pas pour rien qu'on s'appelle un carrefour culturel, qu'on est au carrefour des disciplines culturelles, des modes d'expression, au carrefour aussi des personnes à la fois d'ici puis d'ailleurs qui peuvent profiter d'un lieu exceptionnel ici au cœur de Baie-Saint-Paul pour pouvoir faire valoir ce qu'ils font. Donc, merci à vous trois. Merci pour ce que vous nous offrez là ici. Et je complète en disant, comme je parle d'offrir quelque chose, donc c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, à tous et toutes, un très beau temps des fêtes. Voilà. Merci. Alors, comme à l'habitude, on invite chacun des exposants, chacun des artistes à venir vous faire une petite présentation de leur exposition. On va commencer, on va briser la glace avec notre artiste qui en est à sa première exposition solo. Donc, Les yeux et le cœur vers le monde oriental et occidental de Mme Souki. Alors, la deuxième exposition qu'on présente au Carrefour culturel aujourd'hui se nomme « Les yeux et le cœur vers le monde oriental et occidental » de Mme Souki. C'est son nom d'artiste, c'est Mme Soukdaray Sitimolada de son vrai nom. Bonjour, Mme Sitimolada. Bonjour, Madame. Bonjour, Pascal. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse que vous soyez là. Merci, merci. Je suis très honorée. Pour nous aussi. Je vais commencer peut-être par vous demander qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? Qu'est-ce qu'il y a ici? En général, dans mon exposition, je pense que les artistes vont dire la même chose, ce sont des choses qui se retrouvent en nous et que nous livrons sur toile dans la manière de la peinture. Et je le dis parce que je suis plutôt une introvertie qu'une extravertie. Alors tout est mis sur toile. Ah, ça part d'elle-même, oui. C'est quoi vos sources d'inspiration? C'est quoi les termes que vous abordez? Les termes que j'aborde sont des termes qui me tiennent à cœur, dont la famille, les enfants, la force des femmes, sans être féministe. Parce que par rapport à un parcours du mien comme Boat People, je suis arrivée dans les années 80 et la première génération. OK, racontez-moi un peu, oui. Oui. Donc, si je comprends bien, ce qu'on retrouve ici, dans le fond, c'est inspiré par votre parcours, qui est celui des Boat People. Exactement, c'est parti de là. Et ça m'a amené à m'arrêter sur les enfants, sur les femmes, etc. Et surtout sur l'être humain, sur le cœur. Qu'est-ce que cette expérience vous a donné pour vous inspirer encore aujourd'hui? C'est la guerre. Je viens du Laos, je suis originaire du Laos. Et arrivée ici, il y a eu tout un parcours de vie qui m'a permis de m'exprimer par la peinture. Et ce sont des tâches invisibles qui restent ancrées en nous. Alors c'est pour ça que pour l'exprimer de manière positive, parce qu'on ressort toujours du positivisme par rapport à cela. Et ce parcours m'a fait réfléchir et dire qu'est-ce que je prends, le bon côté ou le mauvais côté. Et j'ai compris qu'en semant le positivisme et en souriant toujours et allant en voyant la vie du bon côté, ça nous amenait toujours ailleurs. Parce que quitter un pays de guerre, qui est le Laos, en fin de compte, le Laos est un pays oublié, dont on ne parle pas souvent. Par contre, il est bien situé. Il est situé entre le Vietnam, la Birmanie, la Chine, le Cambodge, la Thaïlande. Alors, c'est un pays, on dit enclavé, mais en même temps connecté. C'est ce que M. Barack Obama a utilisé comme terme lors de sa visite. Il est enclavé parce qu'il n'y a pas de mer. Par ailleurs, il y a la mer des eaux, qui est le Mékong, ce que j'ai montré. Dernièrement, le Laos est devenu moins secret.
parce que, avec le temps, nous, les Boat People, nous sommes arrivés et on en parle de plus en plus. Quand on voyage, on ne parle que du Vietnam. Par contre, on oublie le Laos qui a fait partie de l'Indochine. Tout à fait. Et nous sommes, je pourrais dire nous, les gens d'origine du Laos, étant donné qu'on était un pays enclavé, on est très pacifique. Et on était traités comme les plus paresseux, mais on était les plus pacifiques. Et c'est ce que je veux vraiment faire sortir du travail de ces œuvres-là, parce qu'il y a ce côté mystique et zen qui nous aide à nous poser, à être bien dans sa peau, etc. Voilà. Et c'est ce que je veux surtout projeter à partir de mon travail. Quand je regarde votre exposition, oui, il y a des œuvres qui ramènent au zen. Oui, Il y a également beaucoup de paysages, oui. mais il y a également beaucoup de personnages. Quel est le message que vous essayez là, de faire connaître? Qu'est-ce qu'ils disent, vos œuvres? Premièrement, le message de l'amour, le message des âmes, parce que nous sommes toutes des âmes. Et je suis fascinée par les regards. Autant les regards des dames, des mères, des enfants, des petits-enfants. Et c'est la raison pour laquelle je m'applique à leur donner un regard serein, réconfortant, pour justement semer des choses qui sont zen, etc. C'est surtout ça. La raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de femmes, parce que je crois en la force de la vie. La force de la vie, elle vient de l'enfant. Et l'épanouissement d'un enfant est très important avant tout. La santé mentale, à travers la guerre, j'ai appris à quel point la santé mentale était importante pour pouvoir cheminer et réussir dans la vie. Oui, tout à fait. Après avoir vécu des épreuves comme votre peuple a vécu, certainement qu'après, c'était la reconstruction et, voilà. Comme vous dites, c'était les âmes qui étaient touchées. Exactement. Et on oublie que nous avons une âme et on oublie que c'est quelque chose de très fort dans l'être humain. Alors c'est pour nous le rappeler et évidemment j'essaie de leur donner des regards gentils et réconfortants. Oui, ils ont des regards très humains, je dirais. Oui. On ressent beaucoup de bonté, d'humanité. Voilà. Et à travers ce parcours, on apprend aussi que nous sommes des êtres humains et que nous passons par toutes sortes de choses, mais c'est ce qu'il y a de plus puissant. Est-ce que c'est surtout le souvenir de cette époque-là de votre vie qui ressurgit dans vos toiles ou c'est un travail qui est plus récent de peut-être vos dernières visites là-bas? D'accord. Ça me rappelle... Bon, c'est un passage de vie qui me rappelait mon enfance et dans lequel il y avait beaucoup de spiritualité. Parce que dès l'âge de 3 ans, ma grand-mère m'emmenait dans les pagodes et j'étais en contact avec cela. Et cette manière de penser, à travers ce passage, comment dire, avec beaucoup d'obstacles, m'a permis d'avoir une certaine foi, sans exagération. Et c'est pour ça. Alors, c'est vraiment la spiritualité. Et ça réitère aussi, je voulais faire un clin d'œil sur le moment de l'Indochine.
Le Laos faisant partie de l'Indochine, donc on parle français. Dans le temps de nos grands-mères, on parlait français. Je savais pas. Voilà. C'est Et intéressant. quand on va à Vientiane, c'est comme au Vietnam, on retrouve le style colonial français dans les villes, etc. On retrouve Dans beaucoup. l'architecture. Exactement. Alors, j'ai remarqué dans votre exposition qu'il y a plusieurs images de mères et d'enfants. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pour vous, ce signe-là? C'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a permis de grandir et de franchir les étapes. Être mère avec des enfants de première génération, j'assiste parce que je suis celle qui suis arrivée et je n'avais pas de parents autour de moi. Non, j'étais une orpheline. Quand vous êtes arrivé au Québec, vous aviez perdu vos parents dans la Mes guerre. parents n'étaient pas là, ils ne m'avaient pas suivie, ils sont restés. Ah oui. Donc je suis arrivée et j'étais la première génération. Et ce qui m'a gardée en vie et qui m'a donné cette force pour réaliser des rêves, c'est le fait d'être mère. Je vous remercie. J'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a moyen de vous contacter autrement? Quelqu'un qui ne vient pas ici, est-ce qu'il peut voir votre travail sur le net ou... Oui, j'ai un site web qui s'appelle Artsuki, A-R-T Suki, en un seul mot. SOUKY, oui. Oui, .com. Super. Donc, on invite les gens à venir ici, bien sûr, et aussi à aller voir votre beau travail. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre temps, Pascal. La première exposition que je présente aujourd'hui, dans le fond, c'est l'exposition Les Nuits des Morts, qui a été faite par M. Richard Geoffrion, photographe que j'ai avec moi. Bonjour, M. Geoffrion. Bonjour Pascal. C'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui au Carrefour culturel. C'est un plaisir partagé. Pouvez-vous me dire d'où vous est venue l'idée de traiter du rituel des morts au Mexique? Bien, j'ai eu la chance de voyager à plusieurs occasions au Mexique et aussi d'exposer des photographies là-bas. Et dans le village où j'ai exposé, à Pátzcuaro, c'est dans la région au Mexique, dans l'État du Michoacán, où c'est là que j'ai découvert que se pratiquait de façon assez intensive le rituel des morts. Alors, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de revenir, de retourner pour monter un projet de photo. Ah oui, c'est un rituel qui est assez important, je crois, là-bas. Hein? Oui, on pourrait dire que dans la société mexicaine, il y a comme une trilogie d'événements là, qui marquent le rythme dans le calendrier, dans l'année. Alors, il y a la fête de Noël, la fête de Pâques et la fête des morts qui est au mois de novembre. Ça, c'est vraiment les trois temps forts dans la culture mexicaine. OK, les trois fêtes les plus importantes. Oui. Et puis, est-ce que le rapport des Mexicains avec la mort est différent de la nôtre? Bien, c'est quand on a la chance d'aller... On peut se rendre sur place, là-bas, pour assister au rituel des morts avec eux, là, parce que c'est ouvert, hein? C'est ouvert aux étrangers. Bien là, on se rend compte que oui, il y a vraiment un rapport différent. Pour eux, la mort, c'est comme une personne qui fait aussi partie de la famille, qui fait partie des gens qui... fait partie de personnes qu'on côtoie, parce que, évidemment, la mort, elle fait partie de notre quotidien, d'une certaine façon. Alors, eux, ils croient que les âmes des défunts, ils ne vont pas au ciel, en enfer ou au purgatoire, ils s'en vont dans l'inframundo, et c'est le monde souterrain. Et ils croient que l'âme du défunt va revenir durant cette nuit des morts. Alors, ils s'organisent en conséquence pour ajouter de la lumière dans les cimetières, ajouter de la couleur, de sorte que l'âme qui est en recherche dans ce monde inframundo, ben, va peut-être revenir pour rencontrer le monde des vivants. Pour les visiter. Exactement, c'est ça. Visiter leurs proches. Donc. Oui, leur famille.
OK, OK. Et est-ce que vous pouvez me décrire comment ça se prépare, l'organisation là, de cet événement-là? Je dirais que c'est extraordinaire, dans le sens où les villes, les villages, là, une semaine avant, des fois 10 jours avant le 1er novembre, là, se transforment. Se transforment dans le sens que on va créer toutes sortes d'installations pour fournir tout ce qu'on a de besoin. Alors, d'immenses camions vont s'installer dans les villages pour distribuer les fleurs. Les marchands de luminaires vont s'installer. Il y a tout un artisanat parallèle. Mais de façon plus concrète, dans les cimetières, les préparations vont être que les familles vont se rendre une semaine avant, peut-être, pour rénover la tombe, changer les céramiques, peinturer le métal, changer la photo, faire une rénovation sur le tertre de terre, parfois. Puis, ça se fait en famille, avec les enfants. Et puis, ils vont aller tous les jours préparer ça. Question de faire plaisir aux défunts qui vont peut-être les visiter. Question, oui, c'est ça. Question de mettre en place là, la tombe pour qu'elle soit la plus belle possible. Et en finale, là, dans les derniers moments, bien là, ils vont rajouter les fleurs, les lampions. Et puis, ils vont rajouter sur la tombe les objets que aimait le défunt qu'on veut honorer. Alors, si c'est un gamin, par exemple, on peut mettre un vélo. Si c'est un homme qui aimait prendre un peu d'alcool, on va mettre de la vodka. Si on veut, on va rajouter des biscuits. En tout cas, tout est possible. On peut voir de tout. Fait que la préparation est assez intense. Oui. Ça doit être assez intéressant d'être présent. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des faits saillants, importants à retenir dans le rituel? Bien, ce qu'on peut retenir de façon assez simple, c'est qu'il y a 2 nuits des morts. Il y en a une, c'est pour les enfants qui sont morts très jeunes. Alors ça, c'est la nuit qu'on appelle de Los Angelitos, c'est la première. Celle-là est un peu plus dramatique quand on va dans les cimetières, parce que là, on sait que les parents qui sont là, ben c'est leur enfant qu'ils ont perdu. Fait que là, il y a comme c'est un peu plus dramatique, ça. Et la seconde nuit, ben là, c'est celle qui est réservée aux adultes. OK, OK. Alors ça permet de un peu faire la part des choses, mais ce qui est aussi un autre fait saillant, c'est qu'il faut essayer de concevoir que dans les cimetières, durant ces nuits-là, c'est plein de monde. C'est plein de monde, mais vraiment, là. Et autour d'une tombe, il peut y avoir 5, 6, 7 personnes. Les tombes sont tous rapprochées, puis il fait noir. Bon, il y a de la lumière des lampions qui nous éclairent, là, mais c'est comme... Puis il y a une ambiance de paix. C'est pas du tout une ambiance funéraire, là, comme dans un salon funéraire, là. C'est une ambiance, bon, on ne fait pas la fête, là, mais une ambiance de paix, paisible, qui fait que cette connexion-là, avec tous ces gens-là qui sont recueillis, là, ben ça peut nous apaiser, finalement. Techniquement, pour faire ces photos-là, vous avez certainement dû rentrer en contact avec plusieurs de ces gens-là qui étaient en recueillement. Oui, bien, c'est sûr que pour faire des photographies la nuit, dans un cimetière, bondé de personnes qui bougent, bien, ça prend une bonne préparation. Moi, je parle espagnol, alors ça m'aide beaucoup. Puis, il faut parler à chaque personne. Toutes les personnes que vous voyez à l'exposition, tous les modèles qui sont là, bien, moi, j'ai eu un contact avec eux avant, je leur ai expliqué, je leur ai parlé. Puis, on travaille évidemment sur un trépied parce que ça prend des longues expositions de 2-3 secondes. Alors, on fait un bon contact. Puis, j'avais un assistant parce que pour éviter que les gens frappent la caméra ou qu'on rate les photos, parce qu'on ne peut pas passer la nuit avec la même personne. Eux, ils vont peut-être nous accorder 5 minutes, là, 10 minutes. Là. Alors, c'est assez exigeant. Parce qu'en plus, il fait froid. Il fait froid, c'est la nuit. On est en hauteur, là, et à minuit, c'est pas si mal la température, mais à 4 heures du matin, il commence à faire froid. Alors, il faut être bien préparé. Oui, d'ailleurs, combien de temps vous avez consacré à ce projet-là? Moi, durant 3 années, je suis allé, mais 2 années, mais vraiment intensif. Là. 2 années, je suis allé 3 semaines pour faire la préparation, le déroulement des nuits et aussi le post. Quand c'est terminé, après, il y a des choses encore qui se passent. Alors, je suis allé vraiment tout autour
particulièrement dans l'État du Michoacán, mais autour du lac Pátzcuaro. Il y a toute une série de villages là, où vivent les Indiens Puripechas, qui, eux, sont vraiment très croyants dans ce rituel. OK. Vous dites que c'est un rituel qui dure plusieurs jours, la préparation, etc. Mais vous avez dit aussi, plus tôt, vous m'avez dit que ça ressemblait un peu à un festival, là, qu'il y avait toute une organisation également qui entoure tout ça. C'est sûr que, tantôt, j'expliquais que c'est un temps fort dans la culture mexicaine, comme Noël, Pâques. Alors, c'est sûr qu'il va se rattacher en marge du rituel qui se passe spécifiquement dans les cimetières, toute une industrie qui va être de ce qu'on pourrait appeler de l'ordre d'un festival. Alors, il va y avoir des sculptures, des artistes vont présenter des sculptures qui sont en rapport avec la mort. Il va y avoir des dégustations de nourriture. Il va y avoir aussi tout un artisanat culinaire très, très développé. Alors, ce qui fait en sorte qu'on remarque et on est certain que les villages, les villes se transforment. Les places publiques sont envahies par les artisans. Les gens vont vendre des fleurs, les gens vont vendre des cierges. Alors, il y a un côté touristique, mais les touristes qui vont là, c'est des Mexicains. C'est eux qui partent peut-être de Chicago pour aller voir leur famille au Mexique ou qui partent de Mexico pour aller là. Ça, c'est un rituel qui est partout au Mexique ou vraiment plus dans la région? C'est un rituel qu'on pourrait dire qui est pratiqué en général dans toute l'Amérique latine. OK. Puis il y a des régions où ça se passe. Bon, chaque région a sa particularité culturelle. Il y a des variables. Moi, je me suis intéressé particulièrement dans le Michoacán, parce qu'au Mexique, au Michoacán, c'est vraiment, particulièrement dans le village de Tzintzuntzan et Pátzcuaro, cette région-là, là, c'est vraiment pratiqué de façon soutenue, intense, puis c'est très, très impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans votre exposition ici, là? Un visiteur qui s'y présente, qu'est-ce qu'il va découvrir? Bien, l'exposition, moi, j'ai fait 7000 photos pour ce projet. Pour l'exposition que je présente au Centre culturel Paul Médéric, j'en ai sélectionné 30. Alors là, il y a une sélection qui a été faite pour présenter des gens, des personnes qui sont en recueillement, in situ, au cimetière. Il y a des photos de jour, des photos de nuit. C'est des enfants, des familles, des personnes seules parfois. Il y a aussi des photos de jour qui ont été faites en journée dans les cimetières pour montrer l'éclat des couleurs, parce que les gens aussi, ils mettent des fleurs. Alors, c'est très, très coloré. Alors, les gens ils vont avoir l'occasion de voir des photos de ces personnes-là en recueillement. OK. Puis, il y a des tableaux aussi explicatifs. Il y a 3 tableaux explicatifs qui viennent un peu présenter un peu quels sont les types d'offrandes qu'on met sur les tombes, parce qu'on met des offrandes sur les tombes pour attirer l'âme du défunt qui pourrait venir se déguster sur l'offrande qu'on a mise. Et puis, des tableaux qui viennent compléter de façon documentaire là, le rituel des morts. OK. Alors, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, mais ne peut pas se déplacer pour venir voir votre exposition, est-ce qu'il y a une façon de voir vos œuvres, d'entrer en contact avec vous? Bien, les gens peuvent aller sur mon site web, c'est richardgeoffrionphotographe.com. Parfait. Puis sur mon site web, il y a un onglet qui est très bien développé sur les nuits des morts. Alors, ils peuvent voir une bonne partie des photos, en anglais, en français et en espagnol. C'est génial. Hey, merci beaucoup, M. Geoffrion. Merci beaucoup de nous présenter cette exposition-là qui est vraiment très touchante, je trouve. Merci. Elle va être présentée jusqu'au 8 mars. Oui, donc on invite la population à venir voir ça. Parfait. Merci. Merci. Alors, nous allons terminer la présentation avec M. Rosaire Tremblay, avec ma classe d'anglais qui est présentée dans la grande salle au sous-sol. La dernière exposition que le Carrefour présente
en cette saison se nomme Ma classe d'anglais et c'est M. Rosard Tremblay qui nous la présente. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, Pascal. Alors, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition dans Ma classe d'anglais? Écoute, c'est une exposition que j'ai concoctée, on va dire, Pascal, là, c'est au fil des ans là, que... Bon, d'abord, il y a eu une sorte de réminiscence dans ma tête il y a quelques années à l'effet que je me rappelais que dans nos classes d'anglais à l'époque, là, on avait des beaux tableaux qui étaient colorés, qui étaient évocateurs des différentes périodes de l'année. Puis ça, on utilisait ça dans nos classes quand on était en 5e, 6e, voire 7e année du primaire, parce qu'à l'époque, il y avait une 7e. Hein? Et ces tableaux-là, puis d'un coup, je me suis dit, si on revoyait ça, si je m'intéressais à ça, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, je me suis mis à collectionner, puis à chercher un peu de toutes parts. J'en ai ramassé dans des bacs de déchets et acheté beaucoup à l'extérieur aussi. Et j'ai réussi à constituer la collection complète des tableaux qu'on appelait longtemps les tableaux John and Mary. Okay. Hein? Les tableaux, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais en fait, c'est les tableaux Filteau-Villeneuve par les deux concepteurs, deux profs d'anglais qui avaient conçu le programme à l'époque à Montréal, mais qui a été accepté par le ministère de l'Éducation de l'époque et qui a été diffusé dans toutes les écoles primaires de la province de Québec et même au secondaire pour deux classes, la 8e et la 9e, mais pas de tableau. OK. Donc, durant quelle période, ça? Bon, la première collection, la première série, celle qui est derrière toi, et qui commence l'exposition du numéro 1 à 12, a été imprimée, on va dire, là, pour la période de 1947. Ça a duré un peu plus qu'une quinzaine d'années, l'usage de cette première série. Et un peu plus tard, on a refait une mise à jour en mettant les images un peu plus modernes, parce qu'une scène de maison ou de rue en 1947 n'est pas la même en 1962. Alors, les voitures changent, les costumes changent, les meubles changent. Donc, il y a alors, une deuxième édition. il y a eu comme une relecture des tableaux de John and Mary. Et à partir de 62, il y a une deuxième série. Donc, on revoit les 12 premiers et on en refait 12 autres avec une couleur, un aspect un peu plus modernisé. Et c'est ça qui est beau à voir. Alors, les gens qui vont visiter l'exposition s'arrêteront à faire les différences entre les deux périodes. Même si le copyright des deux séries est le même. Ils n'ont pas changé le copyright de la deuxième série, il est resté à 47 quand même. OK. Puis qu'est-ce qui vous a inspiré à présenter ce projet-là? Bon, d'abord, le fait d'avoir réussi à collectionner les deux séries complètes. Il faut dire aussi, Pascal, que les tableaux sont recto-verso. Donc, à moins que tu les suspendes en milieu de pièce et que tu en fasses le tour, à l'endos, il y a un autre tableau. Alors, le professeur l'accrochait selon la saison où il était ou selon la leçon. Et les leçons évoluent en cours d'année. Alors, moi, donc, ayant réussi à les constituer, les deux séries complètes, 2 fois, ça me permet de les apposer donc, sur le mur. Donc, à l'endos, il y en a une deuxième série. Donc, il n'y a aucune œuvre qu'on ne voit pas. C'est ça. Vous avez réussi à tout... Voilà, il n'y a aucun tableau qu'on ne voit pas, sinon il aurait fallu l'accrocher au milieu de la pièce pour aller y voir son endos. Et le côté intéressant, puis que moi je trouvais le fun quand j'étais jeune, qu'on nous enseignait avec ces tableaux-là, c'est qu'on évolue dans les saisons. Et on nous fait voir John and Mary selon différentes pratiques à la maison, à l'école, à l'église, etc., dans différentes situations. Et en même temps que tu chemines dans ton programme, les saisons évoluent, de l'hiver jusqu'au printemps, puis aux vacances d'été, à travers les tableaux. C'est ça qui est un petit peu magique pour les jeunes que nous étions à l'époque. Et c'est ça qui m'a amené à vouloir rappeler ça aux gens qui visiteront le Carrefour au cours des prochaines semaines. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça marchait, là, comment ça fonctionnait tout ça? Moi, je dois dire, Pascal, d'entrée de propos, là, que c'est probablement, à mon avis, le meilleur programme d'anglais qui a été mis en place dans l'histoire de l'éducation au Québec. Parce qu'il amenait l'élève... On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Hein? Alors, l'image, elle est parlante. Alors, quand même que tu vas me converser en anglais pendant 10 minutes, je vais en prendre un peu, mais peut-être pas tout. Mais avec l'image, tu entres dans le contexte et l'image te parle en elle-même. Et l'idée était d'apprendre du vocabulaire, bien sûr, aux élèves, en leur montrant des objets avec une baguette, bon ça, dites-moi ça en anglais. Et là, qu'est-ce que... Mais l'autre volet, c'était d'amener à la conversation. Le jeune était amené, en principe, c'est ça qui était l'idée de base, à amener le jeune devant le tableau et à converser soit avec le prof ou avec les élèves dans la classe. Alors, l'élève était amené à dire quel est le geste posé par Marie sur le tableau suivant.
Marie est en train de dessiner. Exemple. Alors, une conversation qui s'enclenchait avec soit le prof ou les élèves. Alors, c'est la force de ce programme-là. Est-ce que ça laissait beaucoup de liberté à l'enseignant ou il y avait un guide qui venait avec ça? Il y avait le guide. Ils sont présentés dans tous les présentoirs qui sont ici. Puis moi, je dois dire aussi, en complément de la pensée précédente, c'est que malheureusement, il a été constaté que les profs, à l'époque, dans les classes du Québec, ne l'utilisaient pas comme il se devait, ce programme-là. En ce sens qu'on l'utilisait essentiellement pour le côté vocabulaire. Parce que le programme était conçu pour faire apprendre à l'élève 400 mots nouveaux dans son année. OK? Alors, le prof, qui n'était pas plus intéressé que ça, montrait des objets sur les tableaux et l'élève disait le mot en anglais. Mais l'idée, c'est la conversation. OK? Alors, c'est pour ça que il n'a pas été utilisé 100 % comme il aurait dû être. Et on disait qu'effectivement, c'est accompagné de guides. Oui, il y a le guide du maître, avec des séries de questions que le prof doit doit demander à l'élève. Et il y a le cahier de l'élève, dans lequel il répond à des questions à partir d'une formulation. Et il y avait des cahiers d'activités, des cahiers d'exercices en lien, donc des devoirs que l'élève a à faire le soir à la maison, surtout pour la 7e année. Il n'y en avait pas en 5e et en 6e. En 7e année, il y avait les devoirs avec un petit cahier à part qui a toute l'illustration en miniature dedans. Donc, ça venait quand même avec beaucoup de matériel pédagogique. Beaucoup de matériel pédagogique, puis l'essentiel, hein, la base étant le tableau lui-même. Puis curieusement, c'est ça qui est assez paradoxal, dans le premier cahier, qui est ici sur ma gauche, dans l'introduction de leur programme, quand les deux professeurs présentent leur programme, ils ne parlent pas des tableaux. Et pourtant, le programme est accompagné. Ils insistent davantage sur le livre, qui a des illustrations à l'intérieur, mais pas que c'est supporté par les tableaux à l'avant de la classe spéciale. Est-ce que vous, on vous a enseigné avec Oui, cette oui. technique-là? Moi, j'ai fait ma 5e, 6e et 7e avec ces tableaux-là. OK. Eh oui. Et puis, c'est quoi l'intérêt pour un collectionneur d'avoir cette collection? Bon, écoute, un collectionneur, il y en a de toutes sortes de choses. On peut collectionner des papillons, des boutons, hein? On peut collectionner des cartes à jouer ou ou des cartes d'allumettes. Moi, je collectionne des choses comme ça qui nous racontent un peu en tant que société, en tant que peuple, en tant que communauté. Tu sais. Alors, moi, je me dis, bon, avec ça, les gens qui visiteront l'exposition vont faire un retour en arrière Tout à fait, c'est et une vont espèce de voir retour dans le leur temps. classe d'autrefois. Quand est-ce qu'il nous est donné de revoir nos classes du passé? Ouais. Mais là, maintenant, les gens qui vont venir voir ça, là, par le biais de notre entrevue, Pascal, ils vont dire « Hey, je vais aller voir ma classe de 7e année, moi, là. » Tu sais? Parce que les gens qui ont 52, 53 ans, là, ont passé par ces tableaux-là. Hein? Alors, c'est donc un bon retour dans le passé pour... Oui, et ouais. même les scènes qui sont illustrées nous remémorent vraiment la façon de vivre de cette époque-là. Oui, c'est la manière la bienséance. Il y a des règles de bienséance qui sont tout à fait évidentes. On pense à la scène de la table ou à la tenue sur une chaise. Tu sais, la bienséance était... Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est plus ou moins respecté. Alors maintenant, il y a des règles de bienséance qui sont aussi manifestées à travers les tableaux. Dans l'exposition, je vois qu'à part les tableaux Filteau-Villeneuve, on retrouve autre chose. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Oui, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à nos classes d'époque avec le matériel scolaire utilisé dans les classes. Alors, j'ai exposé plusieurs artefacts qui vont de la plume chalumeau à l'efface pour l'encre ou le plomb, des cahiers à colorier ou des cahiers à écrire avec les petites lignes étroites là, pour faire l'écriture. Bref, il y a des dizaines et des dizaines d'artefacts, les crayons d'époque. Du matériel scolaire matériel qui vient vraiment de cette qui vient des époque-là. années 40-50. Là, tu sais. Et sans compter les belles cartes géographiques, parce que dans la classe, il y avait une pièce omniprésente dans toutes les classes du Québec et qui ne décrochait pas, c'était la carte géographique. C'est pourquoi j'ai mis la carte du Canada au centre de la salle. Elle est sur les tableaux Filteau-Villeneuve comme elle-même, et elle était toujours présente dans les classes pour avoir, même dans n'importe quelle classe, là, il y avait la carte du Canada. Alors, j'ai mis une carte de 1927
à l'époque où Terre-Neuve est cédée, où le Labrador est cédé à Terre-Neuve. Ben oui. Alors, c'est une carte très intéressante, qui est très parlante, et de même une du Québec de 1939, qui est une carte originale. Donc, c'est un beau document qui fait voir le découpage électoral en 1939 pour le Québec. C'est deux belles pièces. Deux pièces d'archives. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir des activités qui vont être liées autour de cette exposition-là? Question intéressante. Effectivement, avec la complicité d'un ami retraité de l'enseignement aussi, Ghislain Tremblay, nous organisons dans les semaines à venir, là, avec l'école Forgette et en particulier Kathleen Villeneuve, là, pour un groupe de classe de 5e, 6e, un atelier. On voit un petit retour dans le passé avec des jeunes d'aujourd'hui, en classe de 5 et de 6, on espère, et avec l'usage des tableaux. Parce que Ghislain a enseigné avec ces tableaux-là, puis il a été aussi formé avec les tableaux. Alors, c'est lui, le prof d'anglais, ça ne sera pas moi, mais je vais participer à l'activité avec lui, et ça va être essentiellement réservé aux jeunes, par exemple. C'est le volet un peu interactif que nous voulions respecter à travers l'exposition, à votre demande d'ailleurs. Ben oui, ça va être vraiment intéressant pour les jeunes de venir voir ça, mais je pense pas que ça va être si facile. Malgré que mon niveau d'anglais soit pas mauvais, justement, je me suis questionnée en voyant ces images, me disant, moi, mon vocabulaire, finalement, il y a beaucoup de ces objets-là qu'aujourd'hui, on n'utilise plus. Surtout les pièces plus religieuses. Franchement, j'aurais été pas très bonne. Tu vois, il y a des beaux exercices à faire. La cancre. Mais sur un seul tableau, c'est fou le nombre d'éléments qu'on peut aller chercher au niveau du vocabulaire. Quand on s'arrête à un tableau, là, tu feras l'exercice, Pascal, et tu peux aller chercher 100 éléments là, ou des gestes sur le même tableau. C'est incroyable. Oui, il y a énormément Alors, de choses. il y a énormément de choses. Tu peux passer 1 heure, puis tu épuises pas le contenu d'un tableau. Moi, je trouve que c'est ça la force des tableaux Filteau Villeneuve. En tout cas, oui, puis sont colorés, sont vraiment sont joyeux. Il y a beaucoup de joie de vivre dans la classe, moi, je me rappelle qu'on avait hâte que le prochain tableau arrive pour voir quelle était la prochaine scène. Tu sais. Hey, merci beaucoup, M. Tremblay. Franchement, c'est une belle expo. J'espère que les gens vont se déplacer pour venir la voir jusqu'au 8 mars. Bien, un petit clin d'œil dans le passé. Puis j'invite les gens qui nous écoutent à TVCO de venir nous voir au Carrefour culturel. Merci, Pascal. Ce fut vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour culturel Paul Médéric pour le vernissage des 3 expositions qui sont présentées ici jusqu'au 8 mars. Donc, je vous invite à venir voir Les Nuits des Morts de Richard Geoffrion, Les yeux et le cœur vers le monde oriental et occidental de Souki, ainsi que Ma classe d'anglais par le collectionneur Rosaire Tremblay. Bien sûr, nous avons toujours nos 2 expositions permanentes, Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience sur l'histoire, le patrimoine de Baie-Saint-Paul et des villages environnants, ainsi que le Studio Trad sur les techniques textiles charlevoisiennes. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.